Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration sur All Sorts Podcast. Quand on évoque la Seconde Guerre mondiale, on pense tout de suite aux chars, aux avions, à la puissance industrielle, voire même à la bombe atomique. Mais si je vous disais chauve-souris incendiaire ou chien anti-char, voire des rats explosifs. Ah oui, ça sonne un peu fou, hein. Complètement. On dirait presque de la fiction. Et pourtant, ce sont des idées qui ont vraiment été étudiées. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur ces projets d'armes animales, disons, non conventionnelles. On s'appuie sur diverses sources historiques. Notre but, comprendre un peu la logique derrière ces concepts assez surprenants et voir ce qu'ils sont devenus. Oui, c'est une facette assez méconnue de l'effort de guerre, en fait. Dans cette course un peu désespérée parfois pour obtenir un avantage décisif, il faut comprendre que toutes les pistes étaient explorées, même les plus étranges, quoi. En parallèle des grands programmes technologiques qu'on connaît mieux. D'accord. Alors, par où on commence? Peut-être par les États-Unis? Oui, allons-y. Le projet X-Ray. Projet X-Ray, c'est ça. L'idée qui viendrait d'un chirurgien dentiste, le docteur Lytle Adams, Exactement. après une visite, je crois, aux grottes de Carlsbad, remplies de chauves-souris, il a eu cette idée, équiper des millions de molosses du Mexique, c'est une espèce très nombreuse et assez forte pour porter une petite charge, les équiper de quoi? De petites bombes. Voilà, des mini-bombes incendiaires au napalm. Le napalm venait juste d'être inventé d'ailleurs. L'objectif, c'était de les lâcher en masse sur les villes japonaises. Parce que les constructions étaient en bois et papier, c'est ça, hein, pour provoquer des incendies géants. C'est ça l'idée. Adams pensait que ça causerait une dévastation énorme, mais avec, selon lui, peu de pertes humaines directes. Ingénieux, mais comment ça devait marcher concrètement? Mais le plan était assez élaboré, sur le papier en tout cas. On refroidissait les chauves-souris pour les mettre en hibernation. Ensuite, on les plaçait dans des sortes de bombes-containers, larguées par avion. D'accord. Ces containers s'ouvraient en descendant avec un parachute, et là, au contact de l'air plus chaud, les chauves-souris étaient censées se réveiller. Instinctivement, elles allaient se nicher dans les bâtiments. Et c'est là que les petites bombes, avec un minuteur, devaient exploser. Louis Fieser, l'inventeur du napalm lui-même, estimait que ça pourrait déclencher quelque chose comme 12 fois plus de départs de feu que les bombes incendiaires classiques. 12 fois plus! C'est énorme. Mais bon, j'imagine que les essais n'ont pas été si simples. Ah non, pas du tout. Ça a été assez chaotique, on peut dire. Des problèmes de réveil, j'imagine? Des chauves-souris qui restent endormis ou qui... Oui, ou qui partent dans tous les sens une fois réveillés. Difficile à contrôler, évidemment. Et il y a eu des accidents, non? J'ai lu quelque chose sur une base aérienne. Oui. L'incident le plus connu, c'est l'incendie accidentel de la base aérienne auxiliaire de Carlsbad en 1943. Apparemment, des chauves-souris déjà équipées se sont échappées et sont allées se nicher dans les bâtiments de la base. Oh là là! Et il y aurait eu aussi un hangar et même la voiture d'un général qui aurait brûlé à Muroclec lors d'autres essais. Incroyable! Un projet qui coûtait cher en plus. Oui, on parle de 2 millions de dollars de l'époque, hein, c'est pas rien. Et donc finalement... Finalement, entre les problèmes de contrôle, la lenteur du développement, le projet qui était passé de l'armée à la marine et aux marines a été abandonné fin 1944, début 1945. Il était jugé trop lent, trop aléatoire, et surtout, il y avait la bombe atomique qui arrivait. Forcément, ça changeait tout. D'accord. On quitte les États-Unis, direction l'Union soviétique, avec une approche, disons, plus directe et assez terrible. Les chiens anti-chars. Oui, là c'est une autre histoire, beaucoup plus sombre, il faut le dire. L'idée était d'utiliser des chiens comme des sortes de bombes vivantes contre les chars allemands. Comment on les entraînait pour ça? Le conditionnement était basé sur la nourriture. On affamait les chiens. Puis, on plaçait leur nourriture sous des chars soviétiques pendant l'entraînement, pour qu'ils associent le char à la nourriture. D'accord. Et sur le champ de bataille? Sur le terrain, on leur mettait un sac à dos contenant des explosifs, avec un détonateur assez simple, un levier en bois qui dépassait. En théorie, quand le chien passait sous un char ennemi pour chercher la nourriture, le levier devait heurter le châssis, basculer et boum. Simple, mais ça a fonctionné? Très mal, en fait. Il y a eu énormément de problèmes. Déjà, le bruit, les explosions, le chaos du combat, ça désorientait complètement les chiens. Logique. Ensuite, et c'est un point crucial, ils avaient été entraînés avec des chars soviétiques qui fonctionnaient au diesel. Les chars allemands, eux, roulaient à l'essence. L'odeur était différente. Ah oui, donc les chiens retournaient vers. Exactement. Certains chiens, perdus ou attirés par l'odeur familière, se dirigeaient vers les chars soviétiques. Ou pire,
Paniqués, ils revenaient vers les tranchées soviétiques avec leurs charges explosives. Terrible. J'imagine que ça ne devait pas être très populaire parmi les soldats. Pas du tout. Et les chiens étaient aussi des cibles très faciles pour les mitrailleuses allemandes. Les soviétiques ont affirmé avoir détruit environ 300 chars comme ça, mais bon, ce chiffre est très probablement gonflé et largement contesté par les historiens. Son utilisation a fortement décliné après 1942 de toute façon. Quelle histoire tragique. Et il y avait une troisième idée, britannique cette fois, quelque chose avec des rats? Oui, les rats explosifs. Une idée du SOE, le Special Operations Executive britannique. Le service secret chargé des opérations spéciales, du sabotage. C'est ça. Là, on est presque dans le gadget d'espionnage à la James Bond version Seconde Guerre mondiale. Alors c'était quoi le plan? L'idée, c'était de prendre des cadavres de rats, de les vider et de les remplir d'explosifs plastiques. Ensuite, des agents devaient les laisser discrètement près des tas de charbon, des chaudières, dans les usines ou les locaux allemands. En espérant que quelqu'un les jette au feu, hein? Voilà, le pari. Que le chauffeur de la chaudière, trouvant ce rat mort, le balance dans le foyer avec le charbon. Et là, explosion. C'est audacieux comme plan. Ça repose beaucoup sur une action très spécifique de l'ennemi. Effectivement, c'était le point faible. Comment garantir que le rat serait jeté au feu? Et alors ça a marché cette fois? Non plus. En fait, le tout premier colis contenant ces rats préparés a été intercepté par les Allemands. Ah, donc échec total. Sur le plan opérationnel, oui. Mais le SOE a prétendu plus tard que ça avait eu un effet moral, inattendu. Apparemment, la découverte de ces rats piégés a rendu les Allemands paranoïaques. Ils se seraient mis à inspecter tous les rats morts qu'ils trouvaient, perdant du temps et mobilisant des ressources. Un effet psychologique involontaire en somme. D'accord. Bon, alors, si on récapitule, des chauves-souris incendiaires, des chiens-bombes, des rats explosifs. Quelle ménagerie guerrière improbable. Qu'est-ce que tout ça nous dit au fond sur cette période? Ce qui est fascinant ici, je trouve, c'est cette tension, cette dualité. D'un côté, on a l'ultra-technologie qui se développe, on pense au radar, aux fusées V2, au projet Manhattan bien sûr, et de l'autre, on a ces tentatives presque artisanales, bricolées, qui utilisent le vivant d'une manière assez brutale, il faut bien le dire. Oui, c'est vrai. Ça montre l'étendue de la recherche de solutions. En temps de guerre totale, on explore tout, vraiment tout. Mais ça montre aussi peut-être une certaine naïveté, ou une sous-estimation de l'imprévisibilité du comportement animal, surtout dans des conditions aussi extrêmes que le champ de bataille. Et il y a la question éthique, évidemment. Bien sûr. L'utilisation d'animaux comme de simples outils, des armes jetables, ça pose question, rétrospectivement, même si, en temps de guerre, les considérations éthiques sont souvent différentes. Donc, le point clé à retenir, c'est que l'imagination ou l'ingéniosité guerrière n'a vraiment pas eu de limite pendant ce conflit. On a exploré des voies complètement folles, parfois plus proches d'aboutir qu'on ne le croit, mais qui ont fini par être abandonnées, soit à cause de problèmes pratiques, soit parce que d'autres technologies plus décisives prenaient le dessus. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une pensée un peu provocatrice, peut-être. Si de telles idées ont pu germer à cette époque avec les moyens techniques d'alors, quelles idées peut-être encore plus étranges qui mélangeraient la biotechnologie, la cybernétique, l'intelligence artificielle pourraient être envisagées aujourd'hui? Des idées qui nous sembleraient tout aussi dingues dans, disons, 50 ans. C'est une question qui ouvre des perspectives vertigineuses, effectivement. Et si cette exploration des idées les plus inattendues de l'histoire vous a captivé, sachez que sur All Sorts Podcast, chaque épisode est comme une étincelle qui cherche à illuminer un coin méconnu du savoir. Nous vous invitons à nourrir cette flamme. Aimez, partagez cet épisode et abonnez-vous à All Sorts Podcast sur YouTube. Plongez dans nos archives pour découvrir d'autres voyages fascinants à travers les idées et les époques. Et n'hésitez pas à suivre notre sillage sur X, Instagram et Threads. Votre curiosité est notre boussole. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.